toutes et à tous, bienvenue pour ce 26e épisode de la 7e saison de Cold Facts après notre épisode live à la brasserie Dr Gabs. On remercie encore les gens, on revient avec un épisode un peu plus court, on vous explique aussi cette semaine, ça va être un petit peu de Fribourg aujourd'hui. Mardi, on reviendra sur Lausanne et Ajoie. Mercredi, on vous laisse tranquille, puis on regardera comment ça se passe en fin de semaine. Un peu plus d'épisodes de Cold Facts, des épisodes un petit peu plus courts. Donc aujourd'hui, on revient sur Fribourg-Gotteron qui mène 2-0 contre Berne en quart de finale et qui a fait vraiment victoire après prolongation lors du premier match à Berne et un superbe match pour s'imposer 3-0 à domicile et mener 2-0 dans cette série. On en profite aussi pour parler un peu des paris sportifs. C'est parti. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Ça va extrêmement bien. Et toi, tu vas à Drouille ? Exactement, je suis pas mal en vadrouille. Là, je suis allé à Lugano, voir Lugano Ajoie. Je vais à Ajoie ce lundi soir. J'étais aux 2 Fribourg-Berne. Ça, c'est les playoffs, c'est parti. Mais avant de parler des playoffs, je voulais juste prendre le temps de remercier toutes les personnes qui sont venues la semaine passée à la brasserie du Dr Gabs. On a passé un super moment grâce à vous. Et merci aussi aux invités qui étaient présents, à Yannick Neubuller, John Foust, Benjamin Antonietti, Gerd Senezern et Marc Gauchi, qui sont venus malgré certains problèmes de trafic pour les uns et de timing pour les autres. C'était vraiment magnifique d'avoir tout le monde là. Et on a passé un super moment. Merci à Dr Gabs aussi pour l'accueil. Ouais, et j'allais dire. Je suis réjoui d'avoir la chance de pouvoir refaire ça une prochaine fois. Merci à Perrine, notamment, pour l'organisation et l'aide qu'elle nous a apportée pendant cette soirée spéciale qui était vraiment... ça a fait chaud au cœur. Mais ce qui fait chaud au cœur des fans fribourgeois, c'est de mener 2-0 contre les Mouts. Ouais, quelle transition. On aurait dit Gotteron pendant le premier quart d'heure du match numéro 2, la transition du 2 bêta. Ouais, Fribourg solide après 2 matchs. On va pas se mentir, c'était pas le scénario que j'avais imaginé. Non, pareil. Vu que j'avais un 4-2 pour Berne dans mes pronostics, alors le 2 est déjà là, il manquera le 4. Et je pense que c'est pas les Fribourgeois qui vont regretter que pour l'instant on soit à rebours. Je sais pas si on veut prendre match après match ou pas. Je me demande si on veut pas plutôt parler des 2 premières rencontres. Et moi, il y a quelque chose que j'ai bien aimé finalement, c'est le fait que Berne, on voit déjà que ça panique, c'est un bien grand mot. Je pense que Jussi Tapola, en tant qu'entraîneur réputé et qui a vu 2-3 choses durant sa carrière et qui a gagné 2-3 choses durant sa carrière, j'ai pas l'impression que ça va le faire paniquer d'être mené 2-0 lors d'un quart de finale de playoff, mais quand même, on voit qu'entre le match numéro 1 et le match numéro 2, il change son gardien, il avait choisi Philippe Wittrich, donc c'était sa décision de dire « Ok, ma meilleure équipe sur la glace, c'est d'envoyer Philippe Wittrich et d'avoir 6 étrangers dans le champ. Une défaite à la maison, un Wittrich quelconque, et directement on change tout. » Tout. Bah si, dans les faits, parce qu'il a mis Adam Redeborn sur la glace, ce qui fait que la première ligne est amputée de Victor Heysel parce que c'est lui qui a été désigné surnuméraire. Tristan Chervet monte en première ligne depuis la numéro 3. Et en fait, c'est étonnant finalement, tu me diras c'est logique, hein, mais quand on lève un pion très haut dans l'alignement et que tout le monde doit grimper d'un cran, bah, tu te retrouves avec Tristan Chervet en première ligne qui doit être remplacé dans sa ligne numéro 3 par Simon Moser. Simon Moser qui doit être remplacé dans sa ligne numéro 4 également. Par Elvis Schleffer. Par Elvis Schleffer. Et tout le puzzle devient un tout petit peu plus bancal, j'ai l'impression. C'est intéressant de voir à quel point un joueur, alors Hdel en plus, si on parle de pièce du puzzle, c'est une sacrée pièce, mais je trouve intéressant de voir que ça a pas mal déstabilisé Berne, et au bout de quart d'heure, Fribourg mène 2-0, temps mort, et là, Tapola doit déjà faire des changements doit pas, mais il décide de faire des changements de ligne. Il crée une Tjarnik, Altonen, Merelle, qui est sur le papier une ligne, ou même sur Hockey Manager, une ligne magnifique. Ouais. Sur les 3 quarts d'heure où ils ont joué, ils n'ont pas amené grand-chose de différent. Mais là, du coup, directement, tu te retrouves avec un Berne qui met tous ses atouts et tous ses œufs dans le même panier. Puis en fait, sur la fin du match, il n'y a eu qu'une ligne qui était OK.
mais jusqu'au 3-0 de Fribourg-Gotteron, Berne n'a pas existé. Et moi, c'est ça qui m'a assez impressionné, je dois dire. Alors, je suis complètement d'accord avec toi et je me suis posé la question, je me suis fait la réflexion en regardant les autres matchs et notamment Lausanne-Langnau en me disant, en parlant de changement, Ward a décidé de changer des choses en enlevant Sklenicka, en partant pas avec 2 défenseurs étrangers, en changeant un petit peu son truc, en mettant ce Perlini-Kaoun depuis un petit moment. Alors Kaoun, personne va brailler parce qu'il a marqué 2 buts, mais déstabilisé à un moment où en tout cas ou de se dire que le fameux mantra de on ne change pas une équipe qui gagne, on a l'impression que finalement, si, on change comme on veut. Et ce côté panique finalement de Berne parle en faveur de Gotteron. Et je me suis fait aussi la réflexion en me disant, tu parlais d'une super ligne entre les 3 étrangers, là, Czarnik, Merel et Altonen. Je me suis dit, mais est-ce que finalement, depuis un petit moment maintenant, la ligne Wallmark, Sorensen, Schmidt est pas une des meilleures du pays. On a souvent parlé je sais pas, il y a eu la ligne Ria, Oksanen, Suomela, il y a Malgin, Andrighetto, Balcers, il y avait les lignes à Lugano, etc. Est-ce que finalement cette ligne avec Schmidt qui est clairement au niveau des Suédois sans aucun problème, il est en train de faire des séries magnifiques et même avant aussi, c'est pas une des meilleures lignes de Suisse? C'est clairement le cas. Il suffit de regarder les statistiques avancées sur la saison régulière. C'est la 4e ou 5e ligne la plus efficace en termes de Corsi de toute la ligue. Offensivement, c'est la 2e ou la 3e, sauf erreur. Défensivement, c'est un poil moins bon que les autres qui sont que la ligne. Justement, Merelet, Czarnik, Lehmann est la meilleure ligne du pays à 5 contre 5 en termes de Corsi, mais pas loin derrière. La ligne de Schmidt avec Wallmark et Sorensen tient vraiment la route. Et oui, Schmidt, lors du match numéro 1 à Berne, a été époustouflant, vraiment. Et il était partout, il était solide, il a parfaitement complété le duo Sorensen-Wallmark. Et les 3 hommes ont été vraiment très, très bons. Sur le match numéro 2, ils ont aussi été solides. Et rien que pour le 2-0 de Schmidt, avec une combinaison d'abord en entrée de zone, je trouve la petite passe, elle est un peu effacée par la suite de l'action qui est grandiose, mais la petite passe en entrée de zone de Sorensen, il accepte de se faire mettre en échec, mais il lâche son puck au bon moment. Il prend la charge, mais du coup, ça crée des surnombres derrière, partout. Wallmark, il met le chaos dans le slot, et puis derrière, il fait cette petite passe incroyable pour Schmidt, qui est seul face à la cage vide. Ouais, c'est magnifique. Et Schmidt est au bon endroit, il sait attendre son bon moment, il n'a pas besoin d'avoir le puck sur la palette. Il sacrifie finalement aussi son jeu, parce qu'habituellement, c'était quand même un centre de formation qui est maintenant devenu ailier de cette saison. Et il accepte finalement ce rôle-là. Tu me diras, accepter de jouer avec Wallmark et Sorensen, je pense qu'il y a pire comme sacrifice dans une carrière. Mais il le fait bien aussi, et il se met aussi au service des 2 autres joueurs, parce que jouer avec eux, c'est pas évident. Il faut avoir le bon état d'esprit, il faut accepter de pas avoir le puck. Justement, de pas avoir le puck, de faire ce travail de l'ombre, mais de pas l'avoir, mais tout à coup tu vas l'avoir. En fait, quand tu l'auras, peut-être t'es seul face à la cage vide, puis tu marques le but. Et on parle de ce but, mais contre Berne, il a aussi des passes décisives. Il fait 3 passes décisives, dont une avec un superbe travail derrière le but de Berne avant de donner à Dave Souter. Ouais. Et oui, cette ligne-là, elle est vraiment, vraiment solide. Et on l'a vu dans le match numéro 2, de nouveau, c'est avec Lars Leuenberger qui avait le dernier choix de ligne. Ils ont pu vraiment être dans de bonnes conditions, et les statistiques avancées, elles sont extraordinaires. La ligne Sorensen-Wallmark-Schmidt sur le match numéro 2, les 3 joueurs ont plus de 4,2 expected goal par 60 minutes de temps à 5 contre 5. À titre de comparaison, il n'y a aucun autre Fribourgeois qui a plus de 2,4. Et eux, ils sont à près du double. Et si on regarde les Bernois, les 2 joueurs qui ont le plus, c'est Eichzel. Non, ça c'est le match numéro 1. Pardon, ce que je viens de dire là, c'était le match numéro 1. Je suis le faux onglet. Sur le match numéro 2, c'est la même chose. À une nuance près, j'allais y venir. Après, ça me rassure ce que je vois comme statistique, parce que ça matchait pas tout à fait mon œil non plus. Mais la ligne Wallmark, Sorensen, Schmidt, ils sont aux alentours des 4 expected goals, donc c'est très bien. Et Marchand, Sprunger, Delarose, on y revient dans 2 secondes à Delarose. Oui. Marchand, Sprunger,
sont à plus de 4,5 aussi. Et j'ai trouvé que sur le match numéro 2, Marchand, je voulais le mettre 3 étoiles dans mon article, mais finalement, Berra a décidé d'être une muraille, donc je pouvais faire autrement. Mais Marchand, Sprunger ont été vraiment solides. Sprunger a rajeuni 15 ans sur une action où il est parti milieu de glace, il a fait la Sprunger au milieu de glace, s'est présenté seul. Ouais, quand tu as un Sprunger qui est décisif, pas décisif dans le sens qu'il n'a pas marqué, mais qui est impliqué dans le match numéro 1 aussi, il n'a pas hésité à aller mettre des charges. Je trouve que le puzzle construit comme il est très intéressant. Le body language, mais d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, si on parlait de la finale Zurich-Fribourg, déjà maintenant, non, forcément que c'est... Je me marre, mais je me dis, quand on voit ce qui se passe actuellement, je me disais, mais donner presque le titre à Fribourg, étant donné qu'il ne peut rien leur arriver, et notamment sur le match, qu'est-ce qu'on va dire ? Peut-être pas sur le match 1, mais plus sur le match 2, où ils ont été dominants, ils ont totalement mérité leur succès. Je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas mérité sur le premier, j'avais même écrit qu'après 60 minutes, ça n'aurait pas été un scandale du tout, clairement, que Fribourg s'impose. Mais quand on voit le penalty de Sørensen, le 3-0, où Reitborn croit avoir bloqué, et finalement le puck roule tranquillement, quand Berra fait je ne sais pas combien de saves. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est les statistiques qui mettent, je crois, et c'est assez intéressant parce que tu le dis souvent, faites attention quand vous lisez les statistiques, typiquement, de ne pas regarder... Je savais que tu allais en parler. Je savais, j'aurais pu faire un bingo de bêta. Tu vas nous dire 3,6 expected goal pour Berne, 3,2 pour Fribourg, c'est juste? Alors, c'est simplement que c'était finalement que Berne avait plus de chances de l'emporter, mais que c'est totalement... il faut évidemment pas regarder ça quand on voit le match. Et puis forcément que Berne qui pousse à la fin, voilà, ça fait monter. Mais avant ça, l'écart est monstrueux en faveur de Fribourg. Et c'est totalement logique. Et c'est là aussi où se dire, de regarder les statistiques avancées, des fois, il faut avoir... l'œil qui est un tout petit peu plus faire du fine-tuning, quoi, justement. Et ouais, je m'étais préparé à en parler, indépendamment de si tu allais en parler ou pas. Mais c'est vrai que si tu regardes les chiffres, tu te dis 3,59 expected goals pour Berne, 3,2 pour Fribourg-Gotteron. Ça veut dire probabilité de victoire 57% pour Berne et 42% pour Fribourg-Gotteron. Puis là où tu dis très justement, c'est qu'il faut aller un poil plus loin que le chiffre brut à certains moments. Et là, c'est exactement un cas. Au moment où Sørensen marque le 3-0 sur son penalty, donc à la 43e minute, Fribourg a près de 3 expected goals. Et Berne est en dessous de 1,5. Donc ça veut dire que ça fait 66% de chance de gagner le match, voire un poil plus pour Fribourg, contre moins de 40% pour Berne à ce moment-là. Et derrière, c'est logique, Fribourg se recroqueville un petit peu plus. Et sur les 3,59 expected goals, 2,2 sont dans le dernier tiers pour Berne, et je dirais même dans le dernier quart d'heure. Ouais. Donc c'est vraiment là où ils ont poussé, clairement. Mais avant, ils n'ont pas montré grand-chose. Et sur les 2 premiers tiers, c'est 2,74 à 1,44 pour Fribourg-Gotteron à 5 contre 5. Et Berne a plus shooté, mais Fribourg a eu des occasions beaucoup plus dangereuses globalement. Et c'était également le cas lors du match numéro 1 à Berne. Parce que finalement, si on regarde le match numéro 1 à Berne, il y a eu on peut se dire, durant la prolongation, c'est assez bien payé pour Fribourg de s'imposer parce que les plus grosses occasions bernoises, c'est vrai, territorialement. Mais en termes d'expected goal, c'est pas non plus de la folie. La prolongation, c'est 0,82 pour Fribourg et 0,77 pour Berne. Donc Fribourg a même eu un poil plus de buts escomptés que Berne durant la prolong. Mais c'est vrai que l'impression visuelle, tu te disais, ça devient un peu tendu pour Fribourg, qui joue beaucoup par contre, qui est moins dominant territorialement. Mais les 60 minutes de match, Fribourg a été vraiment, vraiment excellent. Et aurait mérité de gagner en 60 minutes, c'est vrai. Après, voilà, il y a eu un petit peu de réussite en prolongation. De réussite. Une fois que tu dois gagner en prolong, surtout aux alentours de la 80e minute, ou 90e minute, ça devient une sorte de pile ou face. Puis là, la pièce est tombée du bon côté pour Fribourg-Gotteron. Ouais, alors pile ou face, de nouveau. Moi, je trouve que il y a... c'est 50-50, c'est ça que je veux dire. Oui, mais tu sais, c'est un peu comme quand on dit les pénaltys, c'est de la chance. Puis qu'après, nous, on en est revenu. On dit non, c'est pas de la chance. Là, de la même manière. Alors, évidemment que le tir que tu prends de côté, près de la bande, avec une déviation, puis ça finit par rentrer,
on va dire que c'est peut-être plus chanceux qu'une action bien construite, mais je trouve que c'est assez rare, au final, que ce soit décidé par des buts chanceux. Je trouve que le fait d'avoir une série en 7 te permet de lisser totalement ce côté un peu chanceux d'une victoire après prolongation dans un match. Et même, ben voilà, t'as réussi à tenir. Les autres, ils ont qu'à être meilleurs aussi. Ils ont qu'à aussi avoir un peu de chance, puis de faire des tirs qui peuvent te permettre de gagner. Ben, c'est pas le cas. Non, j'ai pas dit qu'ils ont gagné par chance. Non. Hein. J'ai l'impression qu'il fait dire ça. Du tout. c'est pas du tout le cas. C'est juste que quand tu te retrouves dans une prolongation qui va au bout de 90 minutes, ben voilà, t'as des bounces qui peuvent aller dans un sens. Il y a eu une latte pour Berne un petit peu avant. Donc forcément, ça peut basculer de côté. Par contre, au final, ben, le hockey, c'est un jeu d'erreur. Et puis on l'a vu, il y a Merellet qui perd ce puck de manière incompréhensible. En remettant derrière son propre but. Puis derrière, il y a la Vista de Sørensen qui fait cette passe dans le dos pour Schmidt à travers le slot. Schmidt, là, il se heurte à Wüttrich. Wüttrich fait un très gros premier arrêt d'ailleurs. Et après, il y a Valmar qui est seul face à la cage vide. Ceux qui l'ont qui est manager sont contents. On pense à eux et on est très contents. Mais voilà, donc cette prolongation, ce match 1, statistiquement, est mérité pour Fribourg-Gotteron. Le match numéro 2, on n'en parle même pas parce que Fribourg, sur le premier quart d'heure déjà à rouler sur Berne, c'était impressionnant. Et après, Berne a pas vraiment eu de réponse. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, Tapola a déjà été pioché 2 fois dans la boîte à malice, on va dire, pour trouver des solutions, entre changer de gardien, brasser ses lignes, etc. Et Fribourg, pas du tout. Fribourg a pour l'instant mis son line-up habituel, joué ses lignes habituelles, pas trop chassé les match-up à Fribourg non plus. J'ai trouvé Leuenberger a fait confiance à la ligne qui devait jouer chaque fois contre la grosse ligne adverse. On l'a vu à Berne aussi. Berne a pas mal ciblé la quatrième ligne. Et même à certains moments, le Leuenberger décidait de la renvoyer alors que je me disais, oh, on est sûr que là, c'est le moment de renvoyer sa quatrième ligne. Et il m'a dit, mais je leur ai fait confiance toute la saison. Donc pourquoi maintenant, en play-off, je commencerai à changer quelque chose alors que c'est ma ligne c'est ma quatrième ligne en qui j'ai une totale confiance. Et ouais, j'aime bien cet état d'esprit. Je te propose qu'on fasse une petite pause, qu'on parle de la Rose et aussi de Patrick Nemeth juste après une partie quand même sur les paris sportifs. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors on passe aux paris sportifs. La semaine dernière, en raison de l'épisode spécial chez Dr Gabs, on n'a pas parié, on en fera 2 cette semaine. La dernière fournée, on va dire, le 6 mars, sur un Cloton Langnau, toi qui avais vu Cloton s'imposer à 2,35, ça s'est passé comme ça, 2-1. Cloton devait gagner par 2 buts d'écart, donc même à 2-1, ils se sont dit on veut embêter Jean-Fred, on sort le gardien pour marquer un 3e et puis le risque de voir Langnau égaliser, ça n'est pas arrivé. Moi, je m'étais dit justement, il y aura des sorties de gardien dans tous les sens, il y aura plus de 5 buts et demi. Ça aurait marché à chaque fois dans les Cloton Ambry, mais les Cloton Langnau, non. 2-1 pour Cloton, donc moins de 5 buts et demi. Pour moi, c'était râpé. Cette semaine, on va se concentrer sur les matchs de mardi soir. Berne-Fribourg et Zug Davos sur la Loro. Actuellement, les cotes au moment où nous enregistrons, Berne est à 1,90, le match nul est à 3,95 et Fribourg-Gotteron est à 3,05. Zug Davos, Zug est à 1,90, le match nul à 3,95 aussi, et Davos à 3-1. Donc plus ou moins les mêmes cotes. On se retrouve avec 2 équipes dos au mur à domicile, Berne et Zug, qui sont les 2 menés 2-0. Et si on les combine, ça fait 3,61 à la maison, au passage. Si on se dit qu'il y a peu de chances que les 2 équipes soient menées 3-0, ça fait du 3,61. Voilà, c'était juste... Ça pourrait m'intéresser comme petit pari combiné au dernier moment. Ouais, c'est dur parce que ce qu'on a dit, on pourra de toute façon se projeter après cette section pari sur la suite de la série de Fribourg, mais ce que j'ai vu, moi, me fait dire... comme tu disais, moi, c'est surtout le fait que Tapola soit déjà... panique, c'est un bien grand mot, mais qui change déjà des choses. Donc, il fait quoi? Il fait confiance à Reitborn en disant je pars avec lui, ou est-ce que je remets Wüttrich pour pouvoir remettre Eistel? C'est tellement difficile, je trouve, que... et si c'est par de nouveau en prolongation, alors ça va être chaud bouillon aussi. Donc, je trouve que c'est très difficile. Est-ce que
Les buts, peut-être, en se disant quand même que la défense de Fribourg accorde peu. On est sur un... Mais il y avait quand même 3-3 au premier match. Pas plus de 5 buts et demi ou moins? Mais j'ai l'impression que moins de 5 buts et demi, ce sera pas très intéressant en fait. Non, c'est à 1,55. Ouais. C'est moins de 4 buts et demi qui devient à peu près jouable à 2,10. Et plus de 5 buts et demi pour ceux que ça intéresse en se disant il y aura une soirée où ça va partir, c'est 2,15 du côté de ce Fribourg-Berne. Tu dis ça va partir, c'était comme ce qui s'est passé au premier match finalement, le 3-3. Puis à ce moment-là, ça passe. Exactement. Mais vraiment... Moi, je vais jouer Zug. Ouais. Je vais jouer Zug vainqueur à la maison à 1,90. Je pense Davos, c'est une équipe très solide. Ils ont été vraiment, vraiment bons dans le match numéro 2. Je l'avais en deuxième écran, on va dire. Ce que j'ai vu, c'est vraiment très solide, mais je vois pas Zug perdre 3 matchs consécutifs contre ce HC Davos. Donc Zug à 1,90 va m'intéresser. Il y a toujours la possibilité de s'amuser avec un handicap. Zug gagne, Zug -1. Donc si vous prenez Zug -1 dans la section handicap, ça veut dire Zug gagne avec plus d'un but d'écart. Donc dès 2 buts et plus, ça marche. C'est à 2,50. Et ça peut aussi m'intéresser. Ouais, je pense que je serais plus enclin, et malgré le 5-1 encaissé par Zug lors du match 2, je serais plus enclin à partir là-dessus que quand même dans ce derby où Berne doit absolument trouver quelque chose, mais que Fribourg est extrêmement bon dans son plan de match, et j'ai l'impression que Lars Leuenberger c'est exactement comment jouer cette histoire. Je serais plus favorable à Zug comme toi. Si on fait un petit pointage sur les cotes long terme, qui est favori au titre, vu que ça évolue après chaque match, on voit que Fribourg est à 5,25 maintenant, donc quatrième cote la plus basse derrière Zurich, Lausanne, Davos. Fribourg ensuite à 5,25. Et maintenant, Berne est monté à 9,70. Et là, tu te dis, finalement, ils ont qu'un break de retard, on va dire, en quart de finale. Ils ont quasi une cote à 10 contre 1. C'est pas inintéressant à l'avoir dans un coin de la tête. Les bookmakers sont comme nous en train de se dire que Zurich n'est pas là pour rigoler. 2,95. Et Lausanne, 3,85 actuellement. Donc, si tu es convaincu à 100% que la finale sera Zurich-Lausanne, si tu mets 10 francs sur Zurich, 10 francs sur Lausanne, tu t'assures un bénéfice quoi qu'il arrive. Mais après, on n'y est pas encore non plus à la finale Zurich-Lausanne. Moi, j'ai dit Zurich-Fribourg, donc là, je m'assure un joli bénéfice aussi. Alors, tu t'assures rien du tout, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit la finale, mais oui, avec du Fribourg à 5,25, ça devient intéressant. Sinon, après, les cotes Zug à 10,5, mais je ne m'amuserai pas, je pense. Et Langnau avec Cloten, ça ne vaut pas la peine de plus en parler que ça. Pour l'instant, on ne sait jamais, on peut se laisser surprendre. Ce sera sur nos réseaux sociaux que vous trouverez notre pari définitif, même si j'ai l'impression qu'on risque les deux de partir sur du Zug. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Et donc, on revient à notre série Berne-Fribourg. Dans les points intéressants à noter à la suite du match numéro 2, le dimanche soir à Fribourg, c'est la sortie sur blessure de Jacob Delarose, qu'on n'a pas revu dès la mi-match ou juste après la mi-match. Il a 10 minutes de temps de glace, un peu plus, je crois. Exactement. À la fin du match, évidemment, et on ne peut pas lui en vouloir, Lars Leuenberger nous a dit que même s'il savait, il ne nous dirait rien, mais qu'en l'occurrence, il ne savait même pas. Donc, on le croit bien volontiers. Tu as pu déceler quelque chose. Tu sais, des fois, il y a ce côté un peu... on sent quand même que la personne est plutôt inquiète, on va dire. Et que... Moi, sur un engagement, mais je l'ai finalement pas mentionné à mon voisin direct parce que ça me semblait pas relevant, on va dire, ou pas intéressant. Mais je l'ai vu grimacer, puis je me suis dit, ouais, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y a sûrement pas grand-chose. Et ouais, je le vois grimacer en allant à un engagement. Mais j'arrive pas à déceler d'autres choses. Son dernier shift, et là je suis en train de regarder justement les clips, son dernier shift c'est à 5 minutes de la fin du deuxième tiers-temps, où il va prendre un engagement contre Ritzmann. D'ailleurs c'est l'engagement, je le vois grimacer, tiens. Mais voilà, il fait l'engagement et il semble se faire mal, mais j'arrive pas à voir ce qui lui arrive. Et c'est sur cet engagement qu'à mon avis il se fait mal.
Mais voilà, donc c'est là son dernier shift. Ensuite, il y a Samuel Valzer qui a dû compenser à cet endroit-là. Il y a, ouais, je pense qu'il se fait mal au poignet. Mais là, je suis vraiment en train de faire c'est Dr House qui tente des trucs là. Hein. C'est pas. Pas Dr Gabs, ouais, d'accord. Donc voilà, il se blesse en fin de deuxième tiers. On le revoit plus après. C'est un sacré coup dur parce que De La Rose, c'est ton centre de troisième ligne qui est hyper solide, qui est expérimenté, qui est un leader, un vrai leader dans ce vestiaire. En même temps, il y a aussi 2-0 à ce moment-là. Il va au vestiaire, peut-être qu'il se fait un petit peu mal. Est-ce qu'il se dit, bon, on va pas forcément non plus prendre de risque, parce que juste après l'engagement, là, je suis en train de voir son dernier shift, il va mettre une grosse boîte à Ritzman quand même. S'il était blessé de manière sérieuse, il va pas la mettre, celle-là, il va au banc après l'engagement. Ouais, non, je le vois aller au banc, là. Ah, c'est juste avant le moment où, je sais pas si tu as vu Souter mettre par-dessus la bande un adversaire, ou du moins le pousser contre Diaz qui était derrière la bande. Et c'est sur ce shift-là, en fait, qu'on ne revoit plus De La Rose après. Mais il va encore brasser un petit peu. J'arrive pas à être inquiet sur ce que je vois là, mais en même temps, on a quand même un joueur qui a arrêté son match en cours de route alors que c'est un match de play-off. Ouais. Donc, c'est quoi les options si Jacob De La Rose venait à manquer pour Fribourg-Gotteron? Tu as deux options, à mon avis, qui sont assez claires. Une, ce serait de revenir. Enfin, pour moi, il n'y a qu'une option d'ailleurs. Mais une des options, c'est de faire revenir Borgman et de te dire, bon, on part avec 2-4, mais je pense que ça t'affaiblit un petit peu trop ton attaque pour que ce soit intéressant. Et sinon, il y a une signature qui est passée un petit peu sous le radar parce qu'elle est tombée. Elle était un peu moins clinquante que Dominique Kaoun, on va dire, du côté de Lausanne. Mais Daniel Ljunggren, qui est un joueur de centre qui a fait toute la saison à Turgovie, ancien capitaine de Mora en deuxième division, et pas Mora d'ici du lac, ailleurs, entre Bera et un ancien joueur de Mora d'ailleurs, ils sont en train de bref, ancien capitaine d'une équipe de deuxième division suédoise. Il a une poignée de matchs de première division suédoise. Quand je dis une poignée, c'est 2 en 21-22, mais avant, ça remonte en 2013-2014. C'est un joueur de deuxième division, mais c'est un centre. Et en fait, si tu as besoin d'un centre solide défensivement, capable de tenir une troisième ligne, ça va. C'est pas comme si tu dois remplacer Marcus Sørensen. C'est peut-être un peu plus compliqué. Je dis pas que c'est simple de remplacer De La Rose, mais dans un rôle de centre défensif, de ce que je sais de ce Ljunggren, on est en plein dedans. Donc ça devrait être la solution, même si encore une fois, moi je suis pour l'instant pas inquiet de l'absence de La Rose sur la fin de match. Mais puis alors, je te dirais presque que vu la perception, en tout cas personnelle que j'ai de Fribourg, dans le genre, il peut rien arriver, que cet état d'esprit, ce qui a été construit depuis l'arrivée, depuis la Coupe Spengler, on va dire depuis fin décembre, me fait dire que peu importe maintenant. Alors, comme tu le dis, si c'est Wallmark, bon, alors là, ça devient plus compliqué. Mais je dis pas que De La Rose est remplaçable facilement, clairement pas. Hein, mais que tu peux trouver quelque chose qui fait que tu peux minimiser l'impact, peut-être tourner un peu plus à 3 lignes finalement, même si cette quatrième, c'était difficile parce que on se rappelle que Christian Dubé avait beaucoup des fois changé tout ce qui c'était. Voilà, on pourrait se dire, on intègre Motet, qui était 13e, qui a joué, je crois, 1 minute 51 lors du deuxième match. Il a joué 0 lors du premier. On l'intègre, mais tu l'intègres où finalement ? Et est-ce qu'il a mérité que tu l'intègres ? C'est difficile à avoir un véritable avis là-dessus. Par contre, quand tu disais Borgman, moi je me disais, ouais, mais cette défense fribourgeoise, maintenant, j'étais pas forcément convaincu avant, mais force est de constater qu'elle va bien. Et Borgman, des fois, était pas au top, donc est-ce que tu veux, pour simplement pouvoir mettre 6 étrangers, en disant, ouais, mais j'en ai 6 à disposition sur la feuille de match, donc je veux mettre les 6, tu ajoutes ça et tu fais changer toute ta défense. Moi, je trouve que ce serait un peu... Ouais, pas forcément le truc à faire, quoi. Non, sinon, tu as une autre option, mais là, encore une fois, je pense qu'on parle trop longtemps de l'absence de De La Rose sans savoir s'il sera absent. En même temps, tu me diras, on sera bientôt là. On refera un épisode sur Fribourg cette semaine, donc on pourra dire si De La Rose a joué ou non. Mais avec un Sandro Schmidt, alors on adore cette première ligne, et pourtant, encore une fois, ceux qui écoutent les épisodes de ce podcast depuis longtemps savent qu'au début, c'était pas forcément une
une évidence, j'ai l'impression, pour moi en tout cas. Mais si tu décales Schmitt en centre de 3 avec Valmark, Veil, Schmitt, Valzer comme ta colonne vertébrale, et tu l'as nommé avant, tu mets ton Kylian Motet à l'aile de la première ligne en disant bon, ça fait un mois qu'il est assis sur le banc, il aura envie de jouer au hockey sur glace. Des histoires de play-off de joueurs qui reviennent de nulle part et qui marquent des buts, ça a eu existé. Je pense que si on dit Michael Loacha dans les travées de la BCF Arena, je pense que les gens ont encore des frissons dans le dos. Même si la patinoire a changé depuis, mais je pense que ces histoires-là rappellent des choses à pas mal de monde. Pourquoi pas, c'est une option, mais encore une fois, je pense que si Delarose est sur la glace mardi soir, ce serait pas très surprenant, à moins qu'il soit passé encore autre chose que je n'ai pas pu voir. Ça, c'est tout à fait possible également. Et toi, je crois que tu voulais parler aussi un petit peu de Patrick Nemeth. Ouais, j'ai vu que la Liberté aussi a mis je sais plus comment ça s'appelle, le coup de quelque chose pour souligner un peu les tops et les flops. Et j'attendais Nemeth, j'ai envie de dire gros comme une maison, vu son gabarit, c'est un peu normal. Mais typiquement en play-off, en me disant, je me rappelais aussi ce que tu disais sur le 5 contre 5 de Berne, sur sa future signature à Fribourg, sur le fait qu'on a besoin de poids en play-off. C'est là qu'il ne faut pas se laisser marcher dessus, il ne faut pas se laisser intimider. D'ailleurs, l'intimidation bernoise, c'est qui? C'est Marchand qui nous a fait une horreur de... Marchand sur Christophe Berti. Bien de préciser effectivement le prénom, vu qu'il y en a deux, un de chaque côté. Donc Marc Marchand, j'ai pas compris, il a pété un plomb, un coup de canne, le jeu est arrêté, Berti est quasiment à la place de Berra dans le but. Il regarde pas, il lui met encore un dernier cross-check pour la route dans le bas des reins. Ça, je trouve ça très petit, même si je comprends les implications de il faut marquer son territoire, blablabla, tout ce que tu veux, très bien, mais au bout d'un moment, l'intégrité physique, puis il y a 3-0, puis je sais pas combien de temps il reste, tu peux aussi te dire, il est inutile celui-là entre me bagarrer un peu pour montrer que et faire un geste gratuitement méchant. Je trouve qu'il y a un vrai pas. Mais pour revenir à Nemeth, il me convainc. Là, il me convainc pas, alors que je m'attendais à ce qu'il me convainque pour la suite, en fait. Ou alors pour la suite, on parle pas, mais sur ce match-là à Fribourg, effectivement, il n'a pas été bon. C'était clair, il était vraiment, vraiment à la peine. Premier soir, il n'était pas non plus terrible. Ouais, c'est ça. Il est sur deux buts de Fribourg-Gotteron. Je me demande, à la place de Tapola, on parlait justement des différentes options qui s'offrent à lui. Est-ce qu'à un moment, tu dois pas te dire, on part avec un seul défenseur étranger, mais ça implique du coup d'affaiblir ta défense, on est bien d'accord, tout en gardant Radeborn, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Oui. Et tu remets Victor Eisdel sur la glace parce que ton attaque souffre beaucoup trop sans lui, et à la maison, tu te dis, bon, on va avoir plus le puck, on va peut-être un peu avoir moins besoin de défendre. Et tu pars avec t'as une défense avec Untersander, Leffel, Vermin, Klock, Kreis et Kinchy. Kinchy aussi qui a fait une horreur sur Strelay à 3 secondes de la fin du match. Il va lui mettre la canne sur la tête. Enfin, je comprends pas que ça passe. Ça, ces histoires de marquer les esprits, et ça, je crois qu'on le dit à chaque fois que ça recommence dans les playoffs. Mais quand il reste 5 minutes à jouer, il y a 3 buts d'écart, tu sais qu'il va y avoir des coups qui vont aller dans tous les sens. Mais là, je trouve que les arbitres, ils devraient être intransigeants. J'ai rien à dire. L'arbitrage a été tout à fait OK. Rien à dire sur ça. Mais à un moment, quand c'est comme ça en fin de match, mais tu dois essayer de tenir encore plus. Mais est-ce que c'est possible? Au moment, si les joueurs veulent jouer aux ânes, l'arbitre, il est juste là pour dire, vous allez sur le banc, quoi. Mais ouais, celle de Kinchy, elle est gratuite. Celle de Marc Marchand, elle est gratuite également. Et voilà. Berne est frustré, ça s'est vu. Oui. Et voilà, est-ce que Patrick Nemeth va faire les frais, justement, de son mauvais match et être en tribune mardi soir? Je serais pas totalement surpris, je dois t'avouer. Hein. Ouais, c'est drôle parce que j'avais écrit, je t'avais écrit, dans un groupe, j'ai dit Vutriche, c'est une aventure. Sur le premier match, il était changé. On verra. Hein, je vais clairement pas jouer le rôle d'oracle et dire que Nemeth, parce qu'on l'a pas trouvé bon, il irait en tribune. Mais il est dans une situation qui est
pas simple. Tapola, c'est terrible à dire. Hein. Tu te dis, ouais, t'es en quart de finale, t'as une équipe relativement solide et t'es pas dans une situation simple. Bon, bah oui, parce qu'il y a quand même 2-0 pour ton adversaire. Donc, et que t'as quand même clairement pas droit à l'erreur. La pression lors du match de mardi, elle est sur Berne. Fribourg peut quand même arriver en étant un tout petit peu attentiste, je trouve. Ouais, bien sûr, mais on le voit aussi, Fribourg est quand même meilleur quand il peut aller de l'avant et qui peut jouer son jeu de transition rapide, et ce qu'ils ont très très bien fait dans le match numéro 2 d'ailleurs. Et le match 1, c'était aussi solide à ce niveau-là, mais c'est vrai que Berne va forcément venir sur le terrain physique mardi soir, mais pour l'instant, il n'y a jamais eu de réaction négative de Fribourg-Gotteron. Les duretés excessives, elles ont tout le temps été en défaveur des Bernois. Quand c'est eux qui vont provoquer, ils se retrouvent avec un 2+2, alors que le Fribourgeois qui a répondu avec une fois 2 minutes. Et ça fait plaisir à voir quand c'est arbitré de cette manière-là, parce que tu dis, ok, bon, bah, l'instigateur, il prend une de plus, c'est pas... Le jugement de Salomon, je sais pas comment dire ça, où on en envoie un de chaque côté, puis on se lave les mains en disant, bon, c'est bon, maintenant, il y a beaucoup trop de métaphores bibliques là derrière. On passe à la suite. Non, bah, les actions ont des conséquences. Je regarde juste à la fin les 2-3 dernières minutes où il y a eu ces 2-3 coups là qui étaient complètement inutiles, et à voir comment est-ce que ça a une incidence sur le début du match mardi soir, et si Fribourg peut continuer sur cette bonne lancée. Mais je te propose que pour ce premier épisode de la semaine, on en reste là. On reviendra dès mardi 17h. On va faire aussi la partie sur le Lausanne HC qui joue son 3e match ce lundi soir contre Langnau, et le HC Ajoie qui joue son 2e match contre Lugano ce lundi soir également. Donc ça fera une 2e dose de Cold Facts cette semaine, et je pense qu'on en aura même encore un petit peu plus en fin de semaine. On va essayer de coller au plus proche de l'actualité des clubs romans cette semaine. Donc, on sera présent, nous à distance, mais on sera présent quand même pour faire ces petits épisodes et revenir plus régulièrement. Suivez sur nos réseaux sociaux la publication des épisodes. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que mercredi 17h, il n'y aura pas d'épisode, vu qu'on aura fait lundi, mardi. On vous laisse quand même un jour de repos. Et on se laisse un jour, pas de repos, parce qu'il y a encore des matchs, mais on se laisse un jour sans podcast. Par contre, il y a de fortes chances qu'on revienne en fin de semaine. Mais en attendant, ce sera mardi 17h, Lausanne, Ajoie au menu. Et sinon, on est présent sur les réseaux sociaux pour répondre à vos questions, ou en tout cas pour les collecter et en vue d'y répondre dans un épisode. N'hésitez pas à nous contacter, et sinon vous abonner sur nos différents réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, et on est présent également sur Spotify, YouTube, Apple Podcast, etc. Mais vous avez commencé à avoir l'habitude. Là aussi, les abonnements rendent service à référencer le podcast, c'est jamais perdu. Et d'ici le prochain épisode, portez-vous bien et bon match. À bientôt.